97% des billets en circulation contiennent des traces de cocaïne. Putain la vache. Il a vraiment touché beaucoup d'argent, hein, Sarkozy. Oh, je suis pas content. Il y a Nicolas Sarkozy qui est de retour. Mais avant même cette allocution, c'est une autre figure de la droite qui a pris l'initiative ce matin, Nicolas Sarkozy. Jusqu'à présent actif mais discret, il propose officiellement une rencontre à 3 pour s'extraire du bourbier. Je propose à François Fillon et à Alain Juppé de nous réunir pour trouver une voie de sortie digne et crédible à une situation qui ne peut plus durer. Une sortie digne et crédible. Oui, mais par rapport à comment tu vas faire. Parce que, quand l'ancien président de la République, le plus mis en examen de l'histoire de la République, d'ailleurs, propose à un repris de justice de filer un coup de main à un mec mis en examen, c'est où la sortie digne et crédible? Je l'ai manqué? Comment vous allez faire? En plus, il n'a pas besoin de toi, François Fillon. Mais non, ça va très bien, lui. Il a besoin de personne. C'est plus ou moins le général de Gaulle, maintenant. Ah oui, il appelle les Français à résister, l'autre, maintenant. De quoi Qu'est-ce qui t'arrive, là, franchement? Attends, juste... d'accord, oui, tu dois résister à une énorme campagne de matraquage politico-judiciaire avec des officines louches économiques qui sont en train de pourrir... Mais nous, ça ne nous concerne pas du tout, ça. Oui, mais il faut te tenir loin, parce que ça peut se transmettre, ça. Donc, résiste ta mère, mais nous, ça va. On est bien. Résiste pour que tu existes. Enfin, visiblement, François Fillon, il arrive encore à toucher quelques personnes. Oui, il y a eu un rassemblement, un grand meeting, oui, des gens qui soutiennent François Fillon. Organisé à l'initiative de François Fillon. Ah oui, il y avait 200 000 personnes, ils ont tweeté. Ah ouais. 30 minutes après, d'ailleurs, ils ont tweeté 300 000 personnes. 300 000 une fois, 300 000 deux fois, ils sont arrêtés à 300 000. Les images étaient jolies, hein. Putain, ça c'est les images fournies par François Fillon. Ça, c'est les images fournies par le réel, par contre. Bon, ils sont un petit peu différents, mais c'est pas... Non, mais ils sont avec les équipes de com, juste pour qu'on soit... Voilà. Niveau chiffres, la place du Trocadéro fait 164 mètres de diamètre. On est d'accord? Soit 21 000 mètres carrés. Jusque-là, tout le monde suit. Donc 300 000 personnes sur cette surface, ça fait à peu près 15 personnes au mètre carré. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire que... Non mais les gars, vous êtes tellement pas crédibles. Même BFM TV, qui est quand même le numéro 1 mondial de la désinformation, regarde, quand ils passent votre meeting à la con, images fournies par le candidat, même eux ils disent, non, oulala, non, on va se faire gauler, les gens pourront jamais croire ça. 200 000 au meeting de Fillon? Ah non, oui, c'est moi qui ai vendu aux gens que Macron était de gauche, bien sûr. Mélenchon d'extrême droite et qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, c'est moi aussi. Mais 300 000 à Fillon, je le vends pas. Non, tu mets, on va se faire cramer. Il y en a un autre par contre qui n'a pas eu besoin de truquer les chiffres. Ah, c'est Mélenchon. Lui, il a ramené du monde. Ceci est une manifestation politique, une insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle. Oh la vache, et franchement, moi j'ai aimé. Le discours, ouais, il m'a convaincu, Mélenchon. Mais il est courageux, moi j'aime les gens courageux. Parce qu'il a dit que sa priorité numéro 1 c'était le chômage, donc c'est courageux. Faire de ta priorité numéro 1 un truc que t'as jamais connu, c'est quand même courageux. Il est parlementaire sans interruption depuis 88. Ok, d'accord, je troll un peu, c'est un vrai révolutionnaire. Maintenant, non, parce que demain, c'est pas sûr. Oui, il a dit là que si il proposait une alliance à la gauche pour le deuxième tour et qu'il était prêt même à aménager des points de son programme. Donc, ce sera la révolution aménagée. Voilà, c'est un concept. Faire comprendre avec mon état d'esprit. Qui gouvernerez-vous si vous êtes élu, Jean-Luc Mélenchon? Quelle sera votre majorité parlementaire? Vous n'avez pas passé d'accord avec Benoît Hamon et le Parti Socialiste. Est-ce que vous pourriez gouverner avec eux? Eh bien, ça va de soi. À partir du moment non, ça n'allait pas de soi. Quand on les traite de corbillards, franchement, ça va pas de soi. Alors, nous répondrons une autre fois sur... je ne parlais du corbillard que comme du Parti Socialiste. Et c'est une expression qui avait été utilisée avant moi par Pierre Laurent et bien d'autres. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est particulièrement bien adaptée, car le Parti Socialiste est en train de s'effondrer sous nos yeux, puisque l'ancien Premier ministre ne parraine même pas. C'est pas qu'il soutient, c'est qu'il parraine pas. Donc, il veut empêcher d'être candidat. Mais vous pourriez gouverner avec des élus socialistes aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est vous qui avez posé... C'est intéressant de le comprendre. Bien sûr. Mais comme vous avez évoqué le mot corbillard, je me suis senti obligé
obligé de m'en expliquer pour qu'on me comprenne bien et que les expressions ne passent pas comme ça qui pourrissent la discussion collective. Alors, une fois que je serai parvenu au deuxième tour, c'est-à-dire légitime pour le deuxième tour, ça va de soi que les forces politiques qui voudraient participer à la mise en œuvre de ce programme, qu'on pourrait d'ailleurs à ce moment-là amodier ici ou là, seront les bienvenus. Ok, d'accord, je me calme tout de suite, parce que tous les pro-Mélenchon, ils vont tomber dessus. Non, ok, Mélenchon, il propose une constituante, et ça c'est bien, et c'est la polémique du jour. La question que vous m'avez posée, à laquelle on va répondre à la fin des épisodes maintenant, qu'est-ce que tu penses de Mélenchon? Bon, alors, Mélenchon, on peut pas dire qu'on n'est pas prévenu, hein. On sait d'où ça vient, et il y a encore des traces d'ailleurs, parce que sans déconner, si tu votes Mélenchon pour des lendemains qui chantent au niveau économie, il faut pas y aller, parce que le mec qui veut le protectionnisme et qui veut pas vraiment sortir de l'Europe, déjà il y a un petit problème en soi. Et puis d'un autre côté, sa réforme économique qu'il nous propose, son bon vieux truc de la relance keynésienne, sans deck, déjà aux années 30 ça marchait moyen, mais Mitterrand a tenté de nous la ressortir au début des années 80, et c'était franchement la catastrophe. Le mécanisme, c'est on met 100 milliards d'investissements. Le circuit que ça met en route, ça crée de l'emploi, donc ça crée de l'impôt sur le revenu, ça crée des taxes, etc. À la sortie, il y a 190 milliards de recettes supplémentaires. Le mécanisme économique évoqué par Jean-Luc Mélenchon s'appelle l'effet multiplicateur de la dépense publique. Il a été théorisé par l'économiste britannique John Maynard Keynes dans les années 30. Pour faire simple, l'idée est la suivante. L'État dépense de l'argent pour, par exemple, construire des éoliennes. Du coup, cela crée des emplois. Les gens qui occupent ces nouveaux emplois gagnent de l'argent qu'ils n'auraient pas gagné sans cela. Et avec cet argent, ils achètent des choses. Pour répondre à cette nouvelle demande, les usines qui fabriquent ces choses créent à leur tour des emplois, et ainsi de suite. Au final, l'État a certes dépensé de l'argent pour construire des éoliennes, mais il en récupère beaucoup plus en recettes fiscales, au travers notamment des emplois qui ont été créés. Ça, c'est en théorie, car l'efficacité de l'effet multiplicateur de la dépense publique est contestée. Pourquoi ? Eh bien, entre autres, parce qu'elle dépend beaucoup de ce que les gens font avec l'argent supplémentaire qu'ils ont gagné. Il se peut qu'ils choisissent d'épargner leur argent. Auquel cas, il n'y a pas d'effet multiplicateur. Et puis, s'ils achètent des voitures japonaises, par exemple, c'est l'État japonais qui va profiter en premier lieu des nouvelles recettes fiscales et non l'État français. Donc Mélenchon, faut y aller si tu te dis, bon, de toute façon, les lendemains vont pas vraiment chanter, donc au moins on aura la République, la nation, et on aura le vivre ensemble. Oui, mais le problème de Mélenchon, c'est toujours l'éternel problème de la confiance. C'est que moi, j'ai bien envie de croire que du moment, un jour, comme ça, il s'est réveillé en se disant « Waouh, super, c'est génial, maintenant je suis un vrai révolutionnaire ». Il y a toujours une partie au fond de moi qui n'oublie pas qu'il est parlementaire depuis 88. Et en plus, la majorité du temps, au Sénat, qui est quand même l'assemblée la plus conservatrice de l'univers. Et moi, mon capital confiance, il évolue. Des fois, il est en haut, des fois, il est en bas. Et ces derniers jours, je t'avoue, Jean-Luc, qu'il est plutôt bas, mon capital confiance. Déjà, parler de démocratie et participer à un débat dans lequel plus de la moitié des candidats à l'élection présidentielle ne sont pas représentés, je trouve pas ça vraiment très démocratique. Ah, et puisqu'on en a à parler de démocratie aussi, si tu veux que ton projet de constituante il soit 100% démocratique, tu sais, comme sur tes affiches, ce que je te conseille, moi, c'est de le faire voter par les gens. Pourquoi des représentants, toujours ? Pourquoi pas faire directement décider aux gens dans les mairies, par un vote électronique par exemple, ce qu'ils veulent dans cette constitution, que les gens écrivent eux-mêmes leur constitution, sinon c'est des maîtres qui l'écrivent à ta place, et ça sert à rien. Et me dis pas que c'est pas possible, parce que déjà, c'est possible avec la carte Kiwi, ok, je sors, et deuxièmement, avec Internet, aujourd'hui, on peut très bien réaliser ce vote à l'échelle même de 60 millions de personnes, c'est pas un souci. Et me dis pas que t'es pas au courant, t'es le plus gros youtubeur politique de France. Permettre aux citoyens d'écrire, de rédiger eux-mêmes leur constitution. Normalement, l'élaboration d'une constitution, c'est un processus dont le chef de l'État doit être extrêmement retiré. Et toi, je le sens pas du tout. Premièrement, commençons par poser le tableau. D'un côté, il y a cette assemblée constituante qui fait son travail, définit la règle du jeu, les gens y participent autant qu'ils peuvent, et puis en même temps, il y a l'Assemblée nationale qui sera élue là en juin prochain, qui, elle, applique le programme, qu'on s'entende bien. On n'attend pas les bras croisés à la porte de la constituante. Quand la constituante aura terminé son travail, et donc
définit une nouvelle constitution, c'est elle qui s'appliquera. Voilà. Ça, c'est combien de temps cadre. vous vous donnez? Alors, une moi, fois je l'élection passée, combien de temps il faut pour qu'il y ait une nouvelle République? De Gaulle, que vous citiez plutôt que Robespierre, c'était quelques mois à peine. Vous vous donnez quelle parce que la échéance? méthode n'était pas la même. Il a fait écrire un texte de constitution par un groupe dirigé par M. Michel Debré, et ensuite on a eu un référendum, oui ou non, à la constitution de la Ve République. Là, par définition, comme le mal est profond et qu'il faut l'éradiquer dans ses profondeurs, il faut que le peuple français tout entier s'implique. À mon avis, il y en a au moins pour 1 an, peut-être un peu plus. Il faut qu'il y ait le temps de travailler sans avoir le couteau sous la gorge. Ouais, sauf que ça reste pas vraiment très clair ce que tu dis. Tu précises absolument aucune modalité. Et quand on va sur ton site, le seul truc qu'on a, c'est une boîte à idées pour soumettre des idées pour l'élaboration de la future constituante. Si c'est ça que tu appelles faire participer le peuple, moi j'aurais aimé que tu nous expliques exactement comment ça va se passer avant que ce soit l'élection. Parce que si vraiment tu veux faire ça, et je pense que c'est là que tu peux réunir le maximum de gens, il aurait fallu le préciser. Mais je suis pas sûr que tu veuilles vraiment réunir le maximum de gens, Jean-Luc. J'ai surtout l'impression que, comme beaucoup d'hommes et de femmes politiques, tu as envie de réunir les gens qui pensent comme toi. Et je suis désolé, mais comme disaient les inconnus, on nous a déjà fait le coup. Bon, en gros, je vais te la faire courte, j'ai l'impression que ton projet constituant, c'est un peu une douille. Hein. C'est toujours les maîtres qui vont choisir pour les esclaves. C'est juste que les esclaves auront le droit de choisir pour des nouveaux maîtres. Et je vois pas véritablement quelqu'un comme toi mettre le peuple au cœur du procédé constituant. Encore une fois, c'est un avis purement subjectif et purement du domaine de la confiance qui est susceptible d'évoluer. Mais je vais te donner quand même les raisons pour lesquelles je te vois pas réussir à redonner les clés de la boutique au peuple. Déjà parce que tu as un culte du chef omniprésent, une sérieuse tendance à vouloir être systématiquement au sommet de tout ce à quoi tu participes, il n'y a qu'à voir comment tu gères ton parti. Et d'un autre côté, tu nous proposes de signer pour une 6ème République. Ouais, le titre du roman est déjà choisi. Bon, à part 2-3 royalistes que ça va emmerder, on est d'accord pour dire que la République, de toute façon, si ça se passe bien, on s'en fout du titre. Sauf que la République, pour toi, mon Jean-Luc, elle n'est pas neutre. Elle est déjà orientée. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des moyens d'autorité. La République n'est pas un régime neutre. C'est pas chacun fait ce qu'il veut, dit ce qu'il veut. Non, c'est un régime qui a un sens, dont le sens est écrit sur les bâtiments publics. Liberté, égalité, fraternité. Et là-dedans, il n'y a pas de place pour l'injure raciste et ni pour l'apologie du terrorisme. Ouais, super, c'est au nom de la lutte contre la haine. Ouais, mais il y a toujours une bonne raison de restreindre les libertés. Il y a toujours une bonne raison d'imposer à la totalité de la société son paradigme politico-idéologique. Alors là, c'est lutter contre le racisme, bien sûr, ou alors c'est au nom du progrès, ou c'est au nom du vivre ensemble. Tu sais, il n'y a jamais un mec qui s'est présenté en mode « Pourquoi je restreins les libertés ? Parce que je suis un fils de pute. » Bien sûr, ah oula, oui, oh, je l'ai pas dit. J'ai envie de faire chier les gens, oh, à mort. Personne s'est pointé comme ça, mon copain. C'est toujours la lutte pour des valeurs ou la lutte pour quelque chose. Mais en tout cas, les barrières, qu'elles soient pour lutter contre le terrorisme, ou contre la haine, ou contre mon cul, ça reste des barrières. Je sais pas si tu as remarqué, ces dernières années, là, les Français, ils ont envie qu'on en enlève des barrières, en fait. J'ai un peu l'impression que tout ça, ça pue légèrement l'idéologie. Et moi, j'ai pas du tout envie d'idéologie, en fait. J'ai juste envie de concret. J'ai un peu l'impression que tu essayes de changer l'extérieur de la boutique sans vraiment aller dans les problèmes de fond. Alors peut-être que je me plante, et vous pourrez me dire si c'est le cas dans les commentaires. De toute façon, ici, c'est un lieu de débat. Et s'il y a juste des gens qui ont envie de rager parce qu'ils comprennent pas que j'essaie juste de rentrer dans un sujet et d'ouvrir des pistes de dialogue, parce qu'il faut être pour ou il faut être contre systématiquement, on est dans un processus d'élection. Les avis sont peut-être faits pour changer. En tout cas, moi, je vous propose une piste, c'est la mienne, c'est ce que j'en pense. Merci de m'avoir écouté et je suis pas content.